il faut savoir, il faut pas vous perdre, hein, parce que je vous ai entendu parler, citer toutes les villes que vous citez. Il faut savoir qu'il y a un seul objectif, le retour de la paix en RDC. Et que ce qui se fait, c'est fait sur la base d'un travail qui a été fait pendant de longues semaines, de longs mois, autour de la médiation congolaise. Et donc aujourd'hui, nous avons des accélérateurs, si je peux me permettre l'expression, qui nous permettent aujourd'hui de voir les nuages se dissiper davantage pour aller vers la paix. Et pour aller vers la paix, ça veut dire que nous sommes dans une phase d'atterrissage. Et vous savez, Monsieur Lusaka, je ne vous apprends rien. Vous qui êtes habitué des pérégrinations, vous savez que l'atterrissage est la phase la plus critique, un peu comme les décollages. Mais ici, lorsqu'on commence à atterrir, et parce que l'opération est sensible, on nous demande toujours d'attacher nos ceintures et d'observer tout ce qui nous est dit par l'équipage. Ici, je voudrais que tout le monde tienne compte justement de la sensibilité du processus. Alors, on va pas aller à dire qui ceci, qui cela. Il faut savoir ici que dans cette guerre, nous avons un commandant suprême, le président de la République, qui est à la fois sur le front militaire, diplomatique, économique, médiatique, judiciaire, et tous les autres fronts qui sont arrivés parce que finalement, le peuple congolais a été mobilisé et s'est emparé de cette guerre qui a été comprise comme une énième guerre faite à toute la République démocratique du Congo en même temps. Et donc, il faut considérer que tout ce qui s'est fait évidemment sous la direction du président de la République, les gouvernements et à travers tout ce dont les présidents de la République disposent comme personnel, comme outils pour être sûr que les choses se font avec la discrétion qu'il faut au regard de la sensibilité du sujet, mais avec des lignes rouges bien tracées. Les lignes rouges bien tracées ici, c'est n'ébrader en aucun cas et d'aucune manière un seul intérêt de la République démocratique du Congo. On va y arriver. Et parce que vous avez abordé les 6 principes, je souhaite que vous puissiez le relire, vous verrez que ces 6 principes desquels découlera l'accord, c'est fait sur la base du respect des intérêts de la République démocratique du Congo. On va revenir sur les intérêts, notamment économiques et miniers de la République démocratique du Congo quand on va aborder particulièrement ce sujet États-Unis. Mais pour revenir à ma question, qu'est-ce que le gouvernement, la présidence, vous avez dit, ne voyons que la République démocratique du Congo, prévoit d'inscrire dans cet avant-projet? Quand on voit que la déclaration de principe rwando ou congolo-rwandaise prévoit notamment la reconnaissance de préoccupations de sécurité légitimes que la RDC dit comprendre, je parle du Rwanda, et des mécanismes communs de coordination sécuritaire. Quand on voit qu'on parle de cadre d'intégration économique régionale alors qu'on a déjà la CIRGL, l'EAC, la COMESA, quand on voit qu'en matière de chaîne d'approvisionnement de minerais critiques, le Rwanda semble être plus avancé que nous, qu'est-ce qu'il est prévu d'inscrire dans cet accord de paix? D'abord, il ne faut pas lire de manière éparse les 6 principes parce que c'est des 6 principes qui se complètent. Et si vous lisez ou vous relisez la feuille de route de Luanda, vous allez voir que ce sont les mêmes questions qui reviennent. On parle de l'intégrité de la souveraineté et de la gouvernance en premier point. On parle des préoccupations sécuritaires et de la manière de les régler. On parle de l'intégration économique parce que lorsque vous parlez des CIRGL, de COMESA ou de l'EAC, c'est des structures qui existent mais qui doivent être renforcées pour nous assurer que cette région bénéficie pleinement et parce qu'il y a un accompagnement, un engagement du gouvernement américain notamment à apporter des financements. On parle du retour des réfugiés et des déplacés. On parle du projet d'accord en lui-même. On parle de la MONUSCO et des mécanismes régionaux qui doivent être mis en place pour accompagner ce qui se fera. Ça veut dire qu'aucune question n'a été omise. Et il ne faut pas oublier que la déclaration qui a été présentée a été préalablement travaillée. On l'a travaillée sur base des réalités
du terrain sur base du travail préalable qui a été fait notamment autour du processus de Luanda. Donc ici, Monsieur Lusakweno, vous conviendrez avec moi que ça fait bien longtemps qu'on parle de ce processus et que c'est important que l'on commence à atterrir. Et parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y a beaucoup qui a été fait aussi. Et donc, c'est tout cet ensemble de choses qui ont été faites qui sont aujourd'hui dans leur phase conclusive. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter que les gens ne lisent pas ce qui est écrit. Parce que fort malheureusement, certains, j'ai entendu beaucoup de gens dire on va brader ceci, on va brader tel. On va y arriver, monsieur le ministre. Mais arrivons aussi. On va y arriver, mais puisque vous êtes, ou puisque nous sommes dans le volet sécuritaire, pendant longtemps, on a parlé à Kinshasa des prétextes du Rwanda pour intervenir en RDC. Mais dans ses déclarations de principe, la RDC reconnaît les préoccupations de sécurité légitimes du Rwanda. Les deux parties reconnaissent les préoccupations de sécurité légitimes de l'autre. C'est classique entre, quelles sont-elles? C'est classique entre États. Je voudrais pas donner des exemples de l'Inde ou du Pakistan, mais regardez par exemple, vous êtes la République démocratique du Congo, vous avez 9 pays voisins. Aujourd'hui, nous combattons les terroristes avec l'Ouganda. On a des préoccupations. Vous avez par exemple des éleveurs Mboro qui traversent les frontières d'autres pays africains qui arrivent. Et des préoccupations, pourquoi il existe des polices des frontières? Justement parce qu'il faut être en mesure de gérer des trafiquants ou de tout ce qu'il peut y avoir comme question. C'est du classique en termes de coopération, de collaboration entre États. Rien de particulier. Rien de plus. Ici, le plus important, c'est qu'on convienne que lorsqu'il y a des préoccupations sécuritaires, nous créons le cadre qui nous permette de les régler. Un cadre qui existe déjà, on a Addis Abeba, on a énormément de processus. On a même eu des FDLR qui sont rentrés au Rwanda et qui sont revenus du Rwanda et aujourd'hui continuent d'officier en République démocratique du Congo, envoyés cette fois-ci par le Rwanda. Non, c'est pour ça qu'il y a un besoin global. Les problématiques, les habitudes sont connues. Ces processus est d'autant plus sensible parce que il va complètement changer la perception ou la relation entre guillemets du Rwanda avec la République démocratique du Congo sur tout le plan. Du seul fait qu'il a été signé par avec les États-Unis, tous ces mécanismes. Non, il faut faire attention, Christian Lusakweno, de votre mémoire de journaliste. Avez-vous déjà vu une telle implication de l'administration américaine? Il s'agit ici de la première puissance du monde. En 2009 ou 2012, lorsque le M23 était pour la première fois défait, on va dire entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas eu combat, c'était aussi l'implication de la même administration américaine. Il y a eu un coup de fil. Ici, nous avons un processus qui doit être conclu sous les auspices du gouvernement américain. Très peu de gens auraient pensé que c'était envisageable d'avoir autour de Marco Rubio, notre ministre des Affaires étrangères, et son homologue rwandais. Et je veux vous dire, parce que quand vous regardez l'approche de la nouvelle administration américaine, le président Trump s'est donné pour mission d'être le président qui va ramener la paix. Dans le monde. Sur chaque conflit, il a son style, il a les mécanismes qu'il utilise en fonction de la spécificité de chaque crise. Mais pour vous donner une illustration en termes d'approche, et c'est cela qui marque beaucoup des différences de la manière dont les choses étaient faites précédemment, c'est qu'il choisit un membre de sa famille qu'il désigne comme conseiller principal. Il les délègue en République démocratique du Congo, pas seulement, mais aussi dans la région. Il vient, il fait une mission de prospection, il en fait la restitution, il fait même une sortie médiatique où il dresse les principes, où il a rappelé justement la nécessité pour le Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et ce n'est qu'après tout ça qu'il y a eu le travail étroit qui s'est poursuivi autour du secrétaire d'État Rubio. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'il était impliqué à ce niveau-là et qui a abouti à la déclaration de principe. Ce n'est qu'après tout ça que vous avez vu le président Trump lui-même s'exprimer. Non pas que la question ne lui avait pas été posée auparavant, mais parce qu'il fallait avoir les maximums d'informations qui lui permettent aujourd'hui de dire que la paix
ces profils et nouvelles de la paix arrivent pour la RDC et pour le Rwanda. Vous avez parlé c'est déjà, c'est déjà ça, la différence qu'il faut noter en termes d'approche. Vous avez parlé de la méthode Trump, la même méthode Trump qui est utilisée dans les mêmes quasi-conditions en termes de chronogramme. On annonce et on demande calmement à l'Ukraine d'accepter de céder une partie de la souveraineté de son territoire. Ça, c'est aussi la méthode Trump. Est-ce que cette méthode Trump, quand on voit les déclarations de principe, même si on reconnaît la souveraineté des États, au niveau économique, ce sera aussi le cas en République démocratique du Congo? C'est la crainte de beaucoup. Il faut faire attention justement parce que j'ai pris la précaution. Alors moi, je veux pas aller comme vous dans des comparaisons Russie, Ukraine. Je veux pas aller dans des comparaisons des situations qui peuvent avoir des similitudes, mais qui sont pas le même en termes d'influence par rapport justement à la géopolitique mondiale au niveau européen ou dans les rapports russo-américains. Je rentre pas dedans. Mais ici, j'ai commencé par vous parler de l'approche. De l'approche, de la méthode et du travail de déminage qui a été fait par les docteurs Boulos. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà dans la manière de procéder la volonté. Mais ne pensez pas que l'accord qui viendra mettra des choses qui n'ont pas été déjà prédéfinies dans la déclaration de principe. Et donc, il faut pas penser une seconde qu'on pourra reculer sur, par exemple, le principe du de la souveraineté, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC. Alors, si c'est pour acquis, si c'est acquis, avant de parler de ce que l'on serait éventuellement amené à brader, parce que des scientifiques se sont exprimés dessus. Je ne souhaiterais même pas que vous utilisez les termes brader, parce qu'il n'est pas question de bradage. Ce qu'on aurait, j'ai bien dit, je parle au constitutionnel. Même les conditionnels est dangereux. Question de connaissance, question qui a son importance. On a beaucoup parlé de coopération ou d'échange, stratégie, technique militaire ou protection pour le Congo, et la RDC, contre minerais pour les États-Unis. Cette initiative, déclaration de principe et accord de paix, elle est américaine ou congolaise qui suscite l'intérêt économique des États-Unis? J'ai même envie de dire qu'elle est mondiale. Parce que, bien au-delà, Christian Lusakwen, de cette question de la guerre, la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est elle, le premier producteur mondial du cobalt. Et vous savez mieux que moi qu'en Occident, les véhicules, aujourd'hui, les plus recommandés et les plus achetés, c'est des véhicules électriques. D'où la crainte. Si elle est mondiale, excusez-moi de vous interrompre, si elle est mondiale, ma question c'est, est-ce une initiative américaine, une demande stratégique de la RDC ou une opération sauvetage du commissionnaire Rwanda? Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Ici, je vous rappelle l'importance et les caractères stratégiques de la République démocratique du Congo, qui est un des pays les plus importants au monde. En termes non seulement de ressources qu'elle apporte, vous avez vu qu'on a décidé de geler l'exportation du cobalt, les prix ont grimpé de plus de 40%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des leviers qui peuvent toucher les équilibres mondiaux. Et qu'on l'exerce malheureusement que maintenant. Nous avons aujourd'hui un président américain qui est aussi sensible sur les questions de la guerre parce qu'il dit qu'il veut les résoudre. Et vous ne pouvez pas penser résoudre les questions de la guerre au monde sans regarder la guerre qui affecte une partie, depuis 30 ans, du pays, d'un des pays les plus importants au monde. Alors Christian, moi je veux bien qu'on parle des mines, qu'on parle des affaires telles qu'on veut bien en parler, mais il faut d'abord ici savoir qu'il n'y a pas meilleure condition pour que les affaires se développent qui ne soit pas la paix. Et la paix ici, le président de la République le rappelait encore hier, à l'occasion de la visite de son homologue Umaro Sissoco Embalo, le président de la République disait une paix véritable, une paix définitive. Mais lorsqu'on a la paix, qu'est-ce que nous faisons de la paix? Nous profitons, nous créons des opportunités économiques de développement, d'abord pour nous-mêmes, ensuite pour les autres. Comme nous sommes la République démocratique du Congo,
que nous appartenons à la fois CEAC, COMESA, EAC, évidemment qu'il y aura des dividendes pour les autres pays. Il va de soi, Christian de Sacoud, aujourd'hui, il existe encore des projets régionaux qui ont été montés par la CEPGL, qui fait qu'aujourd'hui, la Ruzizi, il y a du courant qui part de la RDC, qui arrose le Rwanda ou le Burundi. La paix, absolument. Sans paix, pas de développement. Sans paix, c'est la pire des choses pour tout État. Mais la paix, à quel prix, était ma question. En matière de chaîne d'approvisionnement en minerais critiques, le Rwanda semble être plus avancé que nous. Avancé sur quel plan? Sur notamment les chaînes d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement d'un circuit illicite. Oui, mais organisé. Illicite. Qui fournit toutes ces, vous avez dit, tout ce monde qui voudrait que le business se fasse de manière un peu plus calme. Est-ce qu'aujourd'hui, cette opération vise aussi à sauver le commissionnaire en Rwanda? Écoutez, Christian, moi je veux pas aller sous les prismes de sauver le commissionnaire. Parce que de toute évidence, même si vous lisez la feuille de route au Rwanda, je crois au point J, oui, il était prévu la reprise de relations diplomatiques et de la coopération entre les deux États. Et donc, c'est une conséquence logique du retour de la paix, premièrement. Deuxièmement, c'est que les gens ne regardent pas, c'est qu'il y aura le modèle économique du Rwanda, au terme de l'accord qui doit être signé, doit radicalement changer. Parce que le modèle économique qui est construit actuellement, c'est un modèle de pillage. C'est un modèle de recel, un modèle de recyclage, un modèle illicite. Ici, nous allons aller vers plus de transparence, parce qu'il y a une volonté exprimée par le gouvernement américain d'y investir. Alors, les Américains, nous connaissons leurs standards en termes d'investissement. Ici, les choses veulent être faites dans la transparence. Alors, c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent, lorsqu'on parle par exemple de deal minier, ou on parle de deal minier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, à ne pas confondre avec ce dont on parle là, en termes d'intégration régionale. C'est un ensemble des projets. C'est un cadre qui vient renforcer le partenariat économique qui existe entre la République démocratique du Congo et l'Amérique. On y reviendra. Les projets, on les identifie. On va y aller. Et même là, sur la question du partenariat économique. On y reviendra. Ici, le principe, parce que pourquoi on a eu cette guerre encore? Parce que nous, avec le président Tshisekedi et les gouvernements, on a commencé à avoir un contrôle plus strict, notamment d'un minerai dont on parle pas souvent, mais de l'or. Le Rwanda peut montrer quelques mines, je sais pas, de wolframite ou de je ne sais pas quoi, mais ils vont jamais vous montrer de mines d'or. Mais regardez les sanctions qui tombent le 17 mars de l'Union européenne. On sanctionne une raffinerie d'or. L'or qui est raffiné là-bas vient d'où? Vient de la partie orientale de la RDC. De manière illicite. Parce que c'est fait de manière illicite. Ici, parce qu'il existe des mécanismes régionaux, CIRGL, qui viendront être renforcés. Ici, on aura un cadre plus transparent où, par exemple, je ne suis pas dans les détails de ceux qui discutent, je vous parle d'expérience où on dira, on va dire quels sont les minerais qui sortent de la région. On les identifie, on dit il y a le 3T, on dit il y a cassitérite, on les identifie. Et on posera la question, qui sont les fournisseurs, on met de l'ordre. Quels sont les circuits les mieux organisés, quel est le meilleur interlocuteur, et à toutes les réponses, on trouvera le Rwanda. Pas du tout. Justement, parce que, attention, la question, on trouvera, attention Christian, les ressources viennent d'où? De RDC. Je vais vous donner un point non négligeable qui doit être toujours mis dans la balance lorsqu'on fait l'analyse de la situation dans cette partie du pays. Pourquoi pensez-vous alors que nous avons fait une mise en demeure à Apple? Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que Apple a décidé de ne plus s'approvisionner dans la région? Parce que ça gênait, on ne peut pas
se fournir en minerais du sang. On va les appeler comme ça. Voilà, de massacres et tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous étions, déjà dans une phase où on apportait plus de transparence, plus de clarté. Et que les mécanismes qui vont se mettre en place viendront renforcer ceux que nous avons déjà définis. Mais justement, vous avez dit, le monde a réagi. Le monde a réagi parce que c'est vrai que tout vient du Congo, mais le Congo n'a pas encore organisé les filières et voilà, pas autant que le Rwanda. Est-ce que ce mécanisme va rendre tout ce qui est illicite licite? Est-ce que seul changera la transparence pour que la RDC perçoive plus de taxes? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais Christian, regardez, s'il vous plaît. Mais la réponse peut être oui. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se discute. Mais la réponse peut être non, oui. Attention. Je ne veux pas encore dans les oui ou dans le non. Je vous laisse le choix. Mais ici, moi, ce que je veux que vous puissiez intégrer, c'est que ce qui est en jeu, c'est pas seulement l'avenir de la RDC. C'est l'avenir de la région et l'avenir du monde au regard de ressources qui sont en jeu. Ça, c'est un premier point que les gens doivent intégrer. Ensuite, le plus difficile en termes de travail commencera à la signature de l'accord. Parce que justement, il faut commencer à s'organiser. Il faut faire le cleaning. Nous sommes déjà organisés. N'oubliez pas qu'on parle, nous, on est parmi les premiers producteurs mondiaux de plusieurs ressources. Je voudrais pas parler de cuivre, de cobalt ou du zinc en Afrique, etc. On parle des lithiers. Nous sommes dans un régime où les contrats qui sont faits dans les secteurs miniers sont publiés. Nous sommes déjà, nous, engagés vers plus de transparence. Mais c'est justement cette transparence qu'on a voulu implémenter dans la partie Est qui n'a pas pu l'être et qui justifie cette guerre. Ça veut dire qu'ici, nous aurons la possibilité de façonner le modèle économique régional, mais pour arriver à façonner cela, il faut une paix. Il faut une paix durable, il faut une paix définitive. Parce que tout ce que nous disons, que M. Lusakwe nous convient avec moi, que ça ne se mettrait pas en place en 3 mois, en 6 mois. Ça va requérir le temps qu'il faut et les investissements qui viendront. Parce que dites-moi, une entreprise américaine qui doit venir investir dans la région, elle ne viendra pas comme ça. Et qu'en attendant, ce sera donc les circuits actuels qui continueront d'approvisionner sous le regard bienveillant de la communauté internationale et de la RDC. Attention, n'oubliez pas, M. Lusakweno, que par exemple, il y a des sanctions sur les entreprises qui traitent la raffinerie, qui traitent l'or au Rwanda. Attention. Ils pourront créer d'autres. Non, une raffinerie ne se crée pas en un claquement de doigts. Même s'ils en créent d'autres, dans quel décor? Parce qu'il faut pas oublier que c'est une région qui est scrupuleusement scrutée ces derniers jours parce que nous voulons mettre fin à la guerre. En tout cas, ce sera plus les mêmes. Que des réactions. Lettre ouverte Mukwege, Kabamba, Katende et beaucoup d'intellectuels de ne pas sacrifier les minerais congolais, d'inclure justice traditionnelle, de faciliter la consultation nationale et que l'Assemblée nationale soit saisie avant tout accord. Vous avez entendu cet appel? Ce qui est bien dans ce qui se fait, c'est que ça suscite de l'intérêt. Alors ici, lorsque l'intérêt est suscité, il faut tout de suite éviter d'aller dans des réactions comme on a vu. Tout de suite, bradage. Ici, attention. Ça c'est peut-être parce que c'est peut-être dû au fait, heureusement vous avez parlé, à partir de Paris malheureusement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication dans le chef du gouvernement. On a parlé de sécurité contre minerais. C'est les francophones vous diront ça ressemble à la France-Afrique. Il n'y a pas eu beaucoup de communication, c'est pas exactement de quoi il s'agit. Non, et j'ai commencé par dire tout à l'heure que nous sommes dans un processus sensible. Je commençais par dire tout à l'heure. Et qu'il y a des précautions qui sont prises. Et donc, évidemment, lorsque les précautions sont prises, à un certain moment, on peut penser que l'information n'est pas arrivée, mais comptez sur nous, parce que je ne suis pas sûr que des dernières années, il y a un gouvernement plus rédévable pour nous, pour venir expliquer au peuple congolais ce que nous faisons. Moi, je suis heureux de voir qu'il y a des Congolais qui s'expriment. Ça veut dire qu'ici,
tout le monde voit que ça bouge. Et tout le monde veut s'assurer justement que la direction que le président de la République a prise, que ce soit une direction qui permette aux Congolais de tirer pleinement profit de leurs ressources et tout ça. Mais moi, j'ai envie de les rassurer. Mais que c'est ça même le leitmotiv de l'action du président de la République. Guillaume Kefa. Et je continue. Parce que vous avez parlé, j'ai entendu parler de justice transitionnelle, mais j'ai envie de dire qu'il en est les champions. Il faut pas oublier que de manière historique, on a obtenu en février du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme une mission d'établissement de faits. Nous aurons plus tard une mission d'investigation. Nous avons le procureur de la Cour pénale qui est venu en RDC. J'étais dans la réunion avec le président de la République à Munich. Il voulait même déjà aller à Goma. Donc justice transitionnelle, il y aura. Oui, il y a. Mais on ne peut pas continuellement penser qu'on peut sacrifier la justice au profit de la paix. Parce que finalement, il n'y a pas de paix durable sans justice. On peut d'ailleurs regarder le modèle rwandais par rapport au génocide. Ça veut dire qu'ici, il faut considérer qu'il n'y a aucun pan qui n'a été négligé. Merci pour cela. L'Assemblée nationale sera saisie. Quitus des parlementaires, il y aura avant conclusion toute. De toute évidence, le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et que les initiatives telles qu'il les fait, au fur et à mesure que les questions évoluent, au fur et à mesure que dans les cadres du rôle qui est le sien, de garant du bon fonctionnement des institutions, il communiquera avec les institutions dans les formes prévues par la Constitution. Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidence de la République, qui a participé aux consultations politiques, écrit sur X, après le massacre, la récompense. Question. Le partenariat avec Trump comme protecteur nous ramène à l'ennemi. Aucune repentance, mais un accord officiel de pillage. Elle voit d'un mauvais œil que cet accord puisse d'abord profiter au Rwanda. D'abord, attention, moi je voudrais pas aller comme ça réagir sur les prises de position des uns des autres. Ici, il y a un cadre. La déclaration de principe, elle est là, elle est publique. Il faut la lire. Et s'il y a des éléments complémentaires, c'est pour ça que nous faisons cet exercice. Et nous le ferons chaque fois que cela sera de besoin pour que les uns et les autres, justement, ne tombent pas dans le piège d'aller activement dans des conclusions là où les choses requièrent une plus grosse attention. L'enjeu ici, M. Lusakono, je répète, c'est de mettre fin à la récurrence des crises que nous connaissons depuis 1994. Et à développer le pays. Et à développer le pays. Pardon. Donc il est important que les uns les autres ne fassent pas une analyse sur base simplement des faits actuels, mais il faut une analyse fouinée du fait justement de la récente histoire de notre pays et de l'ambition que nous tous nous avons pour ce pays. Parce que moi, j'ai jamais entendu un Congolais ne pas avoir une ambition de grandeur pour ce pays. On a parlé développement, parlons des investissements américains. Lancement et ou accroissement d'investissements considérables. C'est marqué dans la déclaration de principe. Alors, vous avez dit que les Américains n'investissent pas dans n'importe quel environnement, sachant que la corruption est endémique, que les États-Unis, en RDC, que les États-Unis ne s'investissent pas dans ces environnements. La question revient, est-ce que ce ne sera pas le seul Rwanda qui va se retrouver encore et toujours plus? En tout cas, c'est pas les resellers qui doivent se retrouver. C'est pas les resellers qui doivent se retrouver. Je peux convenir avec vous que nous avons du chemin à nous faire en termes de lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, le président de la République a donné plusieurs fois des preuves que nous sommes véritablement engagés dans la lutte contre la corruption, même s'il reste des enjeux. Mais dans ces cadres généraux, il y a un renforcement de l'administration qui doit arriver, qui doit se faire. Je vous rappelle ce que j'ai dit précédemment, ce que nous sommes membres de l'ITIE, et du fait de notre appartenance à l'ITIE, toutes les exigences en termes d'industrie extractive, de contrats, nous y répondons, nous publions, nous faisons notre part. Et nous savons
quels sont les engagements qui vont nous lier dans ces cadres-là. Mais parce que nous discutons d'un partenariat inédit, plus robuste avec le gouvernement américain, il y a un effort à faire de notre part pour nous préparer à accueillir ces investissements. Il ne faudrait pas simplement les accueillir, il faut être en mesure d'avoir des administrations outillées par rapport justement à la spécificité des différents projets qui peuvent être développés. Ce ne sera pas qu'une filière. Il y aura plusieurs filières. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais il s'agit de l'avenir de la RDC pour les prochaines années. Et il faudrait et ça, Christian Lusakoueno, qu'on ne vous trompe pas, c'est pas la seule question du président de la République, c'est la question de nous tous les Congolais. Les initiatives que nous pouvons avoir dans les cadres de la société civile, dans les cadres des affaires et tout ça, pour que nous puissions nous assurer que nous aussi, à nos échelles respectives, nous avons apporté notre contribution. Le CC5O parle d'initiative de 1060, mais on en parlera plus tard. Étant entendu que cet accord, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, pour le 2 mai est annoncé un préaccord, étant entendu que cet accord n'interviendra pas dans les délais, est-ce que vous... Quel accord n'interviendra pas dans les délais? Cet accord du 2 mai annoncé. Non, Rwanda, attention, on a dit, et les équipes sont en train de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réunion élargie avec le docteur Boulos, avec les représentants de la RDC, ceux du Rwanda, ceux du Togo, parce qu'il y a le président Faure Gnassingbé qui est le médiateur. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle de processus. Et la France. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? La France. La Belgique aussi s'est proposée. Qu'est-ce que va faire la France? Va donner les Je crois qu'il y a eu une communication qui a été faite par le Qatar. Parce que finalement, Christian Lusakoueno, les questions qui se jouent dans l'Est de la RDC, c'est des questions qui concernent toute l'humanité. Et que les progrès que nous avons faits, par exemple, au plan diplomatique, avec toutes les sanctions qui sont tombées, y compris de l'Union européenne, ont été d'un impact dans l'évolution de la situation. Je voulais vous proposer de parler des autres processus. Vous avez parlé de Faure Gnassingbé, le nouveau médiateur de l'Union africaine. Alors, il y a eu Luanda, il y a Nairobi. Christian, ne revenons pas sur pourquoi je vous ai déjà donné des réponses. Je vous ai dit qu'il y a un seul objectif dans tout ce que vous allez dire, c'est la paix. Il y a un point de départ qui est parti de Luanda et qui connaît des accélérateurs. Mais quel processus est pour vous le meilleur? Faure Gnassingbé est venu, il est reparti. Umaro Sissoko Embalo, le président de Guinée-Bissau, très proche de Faure Gnassingbé, était à Kinshasa il y a 2 jours. Vous avez une préférence pour l'un ou l'autre des processus? Non. Nous avons notre préférence, c'est le retour de la paix. Et c'est pourquoi nous travaillons. Et tout ce qui s'est fait dans les cas de la complémentarité à la fois de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe ou de l'Asie, pour ceux qui veulent contribuer pour que l'un des pays le plus important au monde puisse avoir la paix et continuer à jouer son rôle des pays solutions de la meilleure des manières. Oui, mais on peut pas parler de cette médiation aujourd'hui dans cette émission en se bornant à parler de Washington ou Faure Gnassingbé et l'Union africaine. On ne se borne pas parce que Washington est un accélérateur de ce qui a commencé. Alors, il faut pas chercher, monsieur Lusakoueno, s'il vous plaît, à isoler les initiatives. Nous sommes dans un cadre complémentaire. C'est pourquoi, justement, aujourd'hui, à Doha, il y a eu l'Union africaine, il y a eu l'Union européenne, il y a eu les Qataris, il y a eu les Américains, parce qu'il y a un besoin de nous assurer que cette complémentarité fonctionne pleinement. Donc on va pas dire que Luanda Luanda Nairobi avec tous ses chefs d'État comme médiateurs, Washington, Doha avec le M23, c'est du fico-fico-fio, ezui-ezui. Non, pas du tout. C'est de la complémentarité en fonction des rôles des uns des autres. Autant de processus qu'à stratégie. La question, ça veut dire autant d'initiatives. Autant d'initiatives comme vous voulez, mais un seul objectif, la paix. Avec à la clé un nouveau leadership ou plutôt un nouveau gouvernement. Lorsque vous dites nouveau leadership, qu'est-ce que cela signifie? Au niveau gouvernemental. Puisqu'il y a eu aussi, en plus de tout cela, on ne peut pas comparer Washington, Doha, Luanda, Nairobi avec les consultations politiques. Les consultations politiques dirigées par le Conseil spécial. Elles s'appliquent avant ou après les résultats de tous les autres?
Écoutez, le Conseil spécial a reçu mission du président de la République. Il lui en fera rapport et les moments venus, le président disposera, ils donneront des orientations quant à ce. Mais par rapport à tout ce processus, on négocie avec le M23, on négocie avec le Rwanda. Entre-temps, on organise des consultations politiques. On nomme un gouvernement déjà maintenant pour négocier ou continuer les négociations, ou on attend que ces négociations se terminent pour élargir les consultations politiques qu'on aura mis précédemment en pause. Je ne suis pas sûr que vous posez les questions à la bonne personne, spécifiquement les questions que vous venez de poser. Mais vous sentez-vous du gouvernement, mais vous sentez-vous, vous, du gouvernement menacé par tout ça? Écoutez, nous sommes dans une action publique. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous tous d'être membres du gouvernement dans un moment si grave et si particulier. Nous écrivons l'histoire avec tout ce que le président de la République a initié. Et très peu. Vous savez, Christian Lusakweno, j'ai envie de dire que les hommes politiques ne valent que par le passé, ne valent que dans l'histoire. Parce que fort malheureusement, dans les présents, on a du mal à évaluer la portée de leurs actes. Mais je suis sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, ceux qui scruteront l'histoire aujourd'hui salueront l'action forte et salvatrice du président de la République. Est-ce que cela veut dire que vous voulez pas qu'on vous juge aujourd'hui, mais qu'on vous donne le temps d'être jugé? De toute évidence, nous, ce que nous faisons notre part, parce que nous sommes au service de la population en un moment de gravité. Et vous savez que si tout ceci aboutissait, le président de la République aura relevé le premier pari pour lequel il avait même mis sa vie en jeu. Et Dieu seul sait combien de fois sa vie a été mise en jeu justement du fait de ses choix de fermeté, de clarté et de refus de toute forme de compromission pour préserver les intérêts de la RDC. C'est cela son serment et il l'a bien rempli. En attendant au futur les leçons du passé, on est en droit de se poser la question de savoir si aujourd'hui, au présent, les décisions, les actes qui sont pris sont les meilleurs. Aujourd'hui, à côté de tous ces processus, vous avez dit ils sont tous il y a celui du pacte social, le CC5O. Cela semble plus réfléchi. Attention, les processus dont on parle, c'est des processus qui ont été bien cadrés, bien définis. Là, nous sommes en interne, à ne pas confondre avec les autres processus. Le Doha, c'est aussi de l'interne. Il est donc à Doha. Sur Doha, il faut faire attention. Les points déclencheurs de Doha, c'est la réunion du 18 mars, la déclaration conjointe qui en est découlée, et l'engagement des 2 chefs d'État autour de l'émir du Qatar. C'est dans cet ordre-là qu'il faut lire la déclaration qui est arrivée le 23 avril. J'ai envie de dire que ça vient plutôt du 27 septembre 3. Parce que le 27 septembre 3, résolution du Conseil de sécurité, oblige chacune des parties, 1, à sortir du territoire pour l'armée rwandaise, 2, pour l'armée congolaise, à discuter avec le M23. Merci du rappel, tout s'y tient. Mais avant tout cela, les religieux, eux, avaient lancé leur initiative, qui semble être plus réfléchie, sans rentrer dans la sempiternelle. Alors, c'est quoi l'initiative qui est moins réfléchie? Parce que vous parlez de plus réfléchi, journaliste vous êtes. Vous qualifiez? Le ministre que vous êtes nous a demandé de plus le juger demain de ce qu'il a fait aujourd'hui, mais eux, aujourd'hui, se posent la question de où nous devrions aller demain. Nous a même dit. Vous pensez que à cette question-là, nous n'y réfléchissons pas, ou nous, on n'a pas de réponse? Pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas plus? Pourquoi le président ne veut pas donner une suite favorable à cette initiative qui met autour d'une table les intellectuels et qui voudrait lancer un vrai débat sur le Congo? Attention, si le débat doit se faire sur le Congo, est-ce que ça doit être l'exclusivité
du pacte social. Ils demandent la prise en charge du président. Ils veulent donner ce processus au président ou se faire parrainer par le président pour que ce soit un processus national. Pourquoi le président refuse? Mais les présidents, il a refusé. Correction, vous avez raison. Pourquoi le président, depuis 2-3 mois, ne les reçoit pas? Mais, monsieur de Sakwenon, le président de la République est sur le front. Il a un agenda qui est le sien. Et donc aujourd'hui, il faut pas considérer, parce que le président de la République les a reçus à leur demande au début. Il y avait une clarification qui a été faite, parce qu'il travaillait pas avec le mandat du président de la République. Il avait promis de On a vu la marche nouveau. qui a commencé, la croisade qui a commencé, avec des photos qui ont posé problème. Nous avons eu l'occasion de le dire. On a entendu qu'il y avait des soupçons à un moment pour ceci, pour cela, mais c'est inhérent à toute démarche de ce genre dans le contexte qui est les nôtres. Je crois que le président de la République, qui a toujours été très sensible aux initiatives de paix, surtout émanant de nos pères spirituels, je crois qu'il aura l'attention qu'il faut, les moments venus, pour écouter leurs idées. Ici, il faut faire la démarcation. Parce que il y a beaucoup d'initiatives qui existent et qui parlent de paix. Et le président de la République étant la personne sur qui se destinent toutes ces propositions, doit être en mesure, lui, à son niveau, d'apprécier la démarche des uns et des autres et de voir comment il peut faire pour l'implémenter, en tout cas une partie ou tout ou rien, en fonction de ce que lui, il a comme tableau de bord, pour voir comment on donne suite. Encore faut-il qu'il les rencontre tous. La question ici, c'est le président de la République qui disposera. Aujourd'hui, le but, c'est la cohésion nationale. Beaucoup en parlent. La réconciliation politique, c'est un peu ça. L'union nationale, un gouvernement, on l'appelle, mais ce gouvernement national, cette cohésion nationale, ne peut être possible que si tous les Congolais se rencontrent. Sur Top Congo FM, le coordonnateur général ECC Cinco appelle à la paix des braves entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Est-ce que cette paix des braves est encore possible quand on voit, que le PPRD est suspendu et que 2, action en justice est lancée contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange? Vous savez, monsieur de Sakwenon, lorsqu'on veut vraiment la paix, lorsqu'on veut s'engager pour la paix, on donne soi-même des signaux clairs et sans ambiguïté que c'est la paix que nous voulons. Je ne suis pas sûr, dans ce que j'ai lu de la première sortie du président Kabila, que c'était le choix de la paix qu'il avait fait, premièrement. Deuxièmement, pas seulement lui, j'ai lu dans l'attitude de certains opposants, et c'est même une remarque, pour ne pas dire un reproche, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, dans ce que nous avons observé dans l'attitude de prêtres. Le mal, il faut les dénoncer. Nous sommes dans un contexte où le Congo, le pays est agressé. Commencer par nommer le mal, les dénoncer, c'est les premiers points de départ, si on veut aller vers la paix. Parce que si on veut aller vers la paix, ça signifie qu'on soit en mesure de poser les bons diagnostics. Hier, vous ne pouvez pas reprocher à l'UDPS de ne pas faire vous ne pouvez pas penser paix sans être en mesure vous-même de montrer que vous êtes prédisposé à aller vers la paix. La nuance est de taille. Hier, Joseph Kabila lançait ce même appel à l'Union nationale. Hier, l'UDPS, aujourd'hui au pouvoir, n'avait pas répondu à cet appel. Avait quasi même comportement que celui de Joseph Kabila aujourd'hui. Je n'ai pas tous les détails des circonstances de ce que vous évoquez, mais si l'exemple que vous évoquez n'était pas le bon, pourquoi alors ils le prennent? Et la différence maintenant, on peut concéder à l'UDPS l'attitude qu'elle avait, parti d'opposition. Mais ici, Christian, nous parlons d'un ancien chef d'État, s'il vous plaît. 18 années, commandant suprême de forces armées.
fils de Mzé. J'ai pas besoin de rappeler les serments de Mzé. Ne jamais trahir le Congo. Le président Kabila a dirigé une armée qui a perdu des hommes, des braves officiers, dans les combats avec les mêmes qui ont les armes aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que le président Kabila justifie le combat de ceux qu'il a combattu aujourd'hui. La question ici ne doit pas être regardée sous le prisme de qui dirige la RDC. La question, lorsqu'on a été ancien président de la République, c'est toujours de regarder en fonction des obligations, parce qu'il y a une loi qui sont les siennes en tant qu'ancien président, de par l'attitude, de par les mots, de par les postures. Parce qu'un ancien président, c'est, sous d'autres cieux, c'est des personnes chez qui on recourt quand il y a la crise, ou des personnes qu'on est pressé d'écouter quand il y a la crise parce qu'ils veulent nous amener vers la paix. Et ce n'est pas ce qui est ressorti dans ce qu'on a vu, et c'est bien dommage. Pour terminer, ou presque pour terminer, retournons un peu à la situation sur le terrain. On a un officiel, donc on peut s'exprimer. On parle de plus en plus de combattants locaux qui résistent plus que les FARDC. J'entends les Wazalendo, très actifs et qui mettent les agresseurs, je vais utiliser la même terminologie, on va terminer avec le rôle des médias, en difficulté et récupèrent quelques villages. Est-ce qu'ils vont pas poser un problème demain, eux? Vous savez, d'abord ici, il faut saluer la bravoure des patriotes, des Congolais qui se sont levés. Beaucoup, sans les armes. Les Wazalendo ne sont pas que ceux qui prennent les armes. Les Wazalendo, j'ai envie de dire, c'est les artistes qui nous ont tous émerveillés le 22 avril passé. Les Wazalendo, j'ai envie de dire, c'est tous ces professionnels de médias qui nous ont aidés à combattre les grosses campagnes de manipulation, le poison rwandais. Les Wazalendo, c'est tous ce Congolais qui, partout où ils se trouvent, se sont levés et se sont mobilisés pour défendre la patrie. Spécifiquement pour le cas que vous relevez aujourd'hui. C'est pas pour rien que dans le communiqué conjoint qui est sorti le 23 avril, on a appelé les communautés et tout le monde à se l'approprier. Cela ne veut pas dire qu'il ne devrait plus y avoir des incidents. Les incidents, lorsqu'on les a, il y a des mécanismes qui ont mis en place. Et toutes ces questions seront traitées. Parce que nous voulons arriver à la paix. Communiqué conjoint, vous en parlez, on va terminer là. Comment aujourd'hui présenter la FCM 23? Terroriste? Pantin? Supplétif? Vous savez, Christian, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'atterrissage. Il est bien important que vous posiez cette question parce que les uns et les autres doivent comprendre que lorsque nous sommes dans une période de guerre, les mots sont des munitions. Nous sommes dans une phase de désescalade. Ceci ne change en rien la réalité des actes qui ont été posés. Il redevient fréquentable. Il n'y a rien de ce qui n'a été posé comme acte qui ne peut être changé. Lorsque les écoles ont été bombardées, on a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Lorsqu'on s'est attaqué au personnel de la MONUSCO, on a commis de crimes de guerre. Et la justice lorsqu'on a ciblé des communautés, on a les ferments des crimes de génocide. Et la justice passera cette fois-ci. Mais, Monsieur Lusakwe, dont on a parlé tout à l'heure, de justice de la mission d'établissement de faits, de la mission d'enquête, on a parlé des actions de la CPI, la justice a ses règles, son timing. Il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de crime impuni. L'impunité ne devrait plus avoir lieu parce qu'il y a eu trop d'impunité et c'est ce qui, justement, a été à la base de la répétitivité de crimes.
Aujourd'hui, nous avons par exemple le FONAREF, qui a été créé, un fonds pour la réparation de victimes. Et lorsqu'on parle de justice, c'est pour s'assurer justement qu'on évite la répétition. Il n'y aura pas de brassage. L'Assemblée nationale a dit plus question. C'était une condition pour les discussions du M23. Alors, comme on ne sait pas ce qui a été négocié entre les partis, est-ce que brassage est ligne rouge du gouvernement dans ces discussions? Je pense qu'il faut pas anticiper sur l'issue de toutes les discussions qui sont en cours. Mais il y a une composante, et non de moindre, des démobilisations qui est prévue et des cantonnements. Référez-vous à la feuille de route de Luanda. Je crois que nous avons une ligne tracée, des principes sur lesquels nous avons déjà travaillé, et il appartiendra aux négociateurs, pour des besoins spécifiques, s'il y a des choses qui doivent être faites dans un tel ou tel autre sens, et se feront dans ces sens-là. À quel moment les médias, pour parler de nous, et pour totalement terminer, n'auront plus à suivre certaines règles édictées par le CESAC qui ont plutôt été de déresponsabilisation des journalistes et de la conduite à suivre de la voix de son maître? Je crois que il faut toujours tenir compte du contexte dans lequel on évolue. Les journalistes sont des personnes responsables qui, souvent, sont peut-être mieux outillés que les responsables qui prennent des décisions dans le domaine de la communication. Je n'ai pas, moi, à faire de jugement de valeur sur le profil des uns des autres. Ceci dit, je connais votre position sur les sujets. Le respect de la déontologie et du métier de journaliste. Alors, soit que vous dites quelle est votre position, vous le rappelez et je vous dirai merci à la fin, soit que vous voulez que je m'exprime sur le sujet. Le respect de la déontologie, dire la vérité, toute la vérité, en toute responsabilité. Attention, monsieur le Sakweno. En toute responsabilité. Attention. En toute responsabilité. Le métier qui est le vôtre, qui est aussi le mien. Nous parlons de collecte. Nous parlons de traitement. Et il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes dans un contexte de guerre ou de conflit, il y a des spécificités. Je vais vous donner un exemple. Radio France Internationale ne donne pas la parole aux responsables du M23. Cela ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas de ce que fait le M23. Je vous donne un exemple. Et c'est que nous disons, nous parlons à Paris. Ne donnez vous, pas. Monsieur le Sakweno, est-ce que vous regardez Russian TV ici sur le continent européen? Alors, les mauvais exemples doivent devenir les exemples. Attention, je n'entrerai pas dans un débat de fond. Ce que je veux que vous puissiez noter, c'est que en temps de crise, en temps de guerre, il y a, pour des besoins de sécurité collective, certaines règles qui doivent s'appliquer ou qui peuvent s'appliquer aux médias. Et c'est cela le principe. Moi qui vous parle, j'ai demandé au CESAC, j'ai écrit au CESAC que j'avais moi annulé les accréditations d'Al Jazeera. Dans un courrier, c'est une décision assumée. Parce que Al Jazeera a fait l'apologie du terrorisme, alors qu'il a des journalistes accrédités en RDC. On prend une chercheuse notoirement connue comme propagandiste de Kigali pour aller interviewer le chef d'un groupe que nous considérons comme terroriste. C'est de l'apologie du terrorisme. Nous avons tiré les conséquences. Je ne parlais pas de communication, je parlais de journalisme, je parlais de presse. Collecte, traitement et diffusion de l'information. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma qui a valu... Excusez-moi, je suis très mal placé pour le dire. Heureusement. Pour poser la question. Heureusement parce que vous êtes mal placé. Alors, il vaut peut-être... de haine et d'acharnement juridique sur le journaliste, y compris du CESAC. Il vaut mieux, attention Christian, on ne fera pas le procès des uns des autres, c'est pas l'objectif. Mais c'est que moi je rappelle ici,
Et c'est ce que nous rappellerons bientôt parce qu'on va célébrer la journée de la presse. C'est les rôles héroïques des médias. Dans le cas du front médiatique. Et dans le rôle héroïque des médias, on ne peut pas en parler sans mentionner le rôle que votre média et votre équipe a joué. Et je crois que c'est ça le plus important. Dans un contexte de crise où tout n'a pas forcément été parfait à votre goût, mais il faut considérer que pour l'essentiel, vous avez